Nous allons à présent prendre le pouls de nos maires dans le magazine du 20h à 1 an des élections municipales. Et alors que 42% seulement compteraient se représenter. Pourquoi ? Parce qu'ils sont fatigués, se sentent démunis face à la complexité de leurs tâches. Certains craignent même pour leur vie alors qu'ils gèrent de plus en plus la sécurité de leur commune. C'est le grand format de Cyril Adrien-Salmand et Steven Pichavant. Alerté par des habitants le 24 avril 2022, ce maire d'un village de l'Essonne se précipite au volant de sa voiture. C'était juste là où ils faisaient du rodéo. Sur leur moto, des jeunes enchaînent les roues arrière à vive allure. Dès son arrivée, lui et son premier adjoint sont pris à partie. Il sort son téléphone pour filmer. L'un des 4 individus menace alors les élus avec une tronçonneuse. La confrontation dure de longues minutes. Puis ils prennent la fuite. Attention. Ils finiront par être interpellés par la gendarmerie. Faites très attention. Leur procès aura lieu le mois prochain. Le maire demande une condamnation exemplaire. Si on peut cracher à la gueule d'un élu ou lui coller une paire de baffes ou le foutre dans le fossé comme on m'a mis l'autre jour, et que la justice ne poursuit pas brutalement, c'est pas bien parce que le type, il sait qu'il peut le faire. La prochaine fois, il pourra renverser le maire, son affaire sera classée. Depuis ce jour, Christian Schottel en est convaincu, la vidéosurveillance est une nécessité absolue. Désormais, à chaque coin de rue ou presque, une caméra enregistre les allées et venues, soit 32 au total, installées depuis 10 ans pour 600 habitants. Et le maire n'a pas dit son dernier mot. Budget limité oblige, il installe la fibre lui-même avec l'aide des élus pour rendre la vidéosurveillance encore plus performante. Là, on met des caméras avec identification de plaque. Objectif, enregistrer l'immatriculation de toute voiture traversant la commune pour remonter au conducteur en cas d'incident. C'est le dispositif le plus non violent contre la délinquance, parce qu'il est dissuasif. Et je préfère qu'il n'y ait pas d'incident plutôt que de devoir résoudre des incidents. Ici, pas de police municipale. La gendarmerie la plus proche est à 15 minutes. Depuis l'installation des premières caméras en 2016, le nombre de vols dans les voitures, par exemple, est passé de 20 à 10 par an. Moi, je me sens en sécurité avec les caméras, c'est clair, parce qu'il y en a dans la commune, il y en a dans les hameaux. D'un autre côté, je ne voudrais pas qu'on tombe dans à chaque coin de rue, on surveille ce que je fais, quoi. À 20 km de Janvry, Viry-Châtillon, 30 000 habitants. Là aussi, le maire a fait pousser les caméras comme des champignons. De 4 à son arrivée en 2014, à 45 aujourd'hui. Et il promet d'en ajouter 15 supplémentaires d'ici le mois de septembre. C'est incontournable parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas démultiplier les agents de police municipale. Ça a réglé bon nombre d'affaires. Des affaires de rixes, par exemple. Ces affrontements violents en pleine rue, comme ici le 5 avril dernier, avec 2 blessés au couteau, dont un grave. Ou le mois précédent, aux abords de cette station de tram. Dépassé, le maire de la commune a lancé un appel à l'aide au gouvernement. Ils étaient une douzaine qui sont arrivés avec une feuille de boucher, pour aller en découdre avec quelques jeunes qui étaient à la sortie du collège. Et donc il y a un des jeunes qui a été blessé avec un coup de machette qui ne doit en fait la vie sauve que parce qu'a priori il a pris un coup de pied en même temps dans la tête, qui a déplacé sa tête, mais qui aurait pu apporter quelque chose de bien plus grave encore. Une violence exacerbée, devenue presque banale aux yeux des habitants, dans ce département qui concentre à lui seul un quart des rixes enregistrés en France. J'ai l'habitude, enfin je pense qu'on a l'habitude. Ça vous touche en tant que jeune, non ? Ouais, en vrai ça me touche, je me dis, c'est des pertes de vie inutiles pour un bout de quartier ou juste par ennui. Ces derniers mois, la police des transports multiplie ses patrouilles sur la ligne. Une présence plutôt saluée par les usagers, comme cette dame qui insiste aussi sur la responsabilité des familles. Où sont les parents qui sont censés vérifier qu'est-ce que l'enfant fait, où est-ce qu'il sort, à cette heure-ci, pourquoi il est dehors. La lutte contre la délinquance, le maire est contraint de s'en expliquer régulièrement. Les habitants sont excédés. Ce soir-là, il vient échanger avec une 60aine de personnes à l'occasion d'un conseil de quartier. Au menu, les rodéos urbains. Tous les soirs, jusqu'à 3h30, 4h du matin, ils font les contrôles de la route. Mais aussi les trafics de drogue qui empoisonnent leur vie. Les voitures s'arrêtent au milieu de la rue. Ils font de la vente. C'est catastrophique.
que la police passe régulièrement à cet endroit-là et ils passent régulièrement. Alors, attendez, laissez-moi juste finir. Non seulement ils sont passés, mais il y a eu même des interpellations à cet endroit. C'est sûrement pas assez, madame. Je ne vous dis pas que c'est parfait. En fait, on a peur. On a peur en permanence. Si on fait une réflexion, on peut se faire, excusez-moi du terme, péter la voiture, péter les vitres, les volets, enfin tout et n'importe quoi, en fait. Vous diriez que ça s'est dégradé ces dernières années ? Énormément. Énormément. Selon les chiffres officiels, le nombre de trafics de stupéfiants est stable depuis 5 ans, tandis que celui des coups et blessures volontaires a doublé. Face aux menaces, le maire a augmenté les effectifs de police municipale, passé de 4 à 23 en 10 ans. L'équipement a lui aussi été renforcé. Lanceur de balles de défense, pistolet à impulsion électrique et les pistolets semi-automatiques. Des armes létales donc, aussi efficaces que celles de la police nationale. Les agents les utilisent ici depuis bientôt 3 ans. C'est une évolution. Qui est nécessaire ? Pour moi, sincèrement, oui. Avant, en fait, les jeunes nous caillassaient avec des simples pierres. Maintenant, c'est des molotovs où ils sont armés. Donc, malheureusement, si nous, derrière, on n'a rien pour pouvoir rétorquer, il y a un problème. Dans leur mission, les policiers municipaux veillent au respect des arrêtés pris par le maire. Un couvre-feu pour les mineurs de moins de 13 ans vient par exemple d'être décidé entre 22h et 6h du matin. Un autre arrêté interdit lui la vente d'alcool après 21h. Vous avez toutes les bouteilles de vin, vous avez la bière dans le frigo également. Tout doit être caché en fait. Si vous n'avez pas fait le nécessaire, vous serez verbalisé. Les clients ne doivent pas voir qu'il y a une vente potentielle d'alcool dans le magasin. Lui-même officier de police judiciaire, comme tous les maires de France, l'élu de Viry-Châtillon accompagne régulièrement les agents de la ville pour vérifier l'application de ces décisions. On n'est pas des shérifs. On est avant tout des élus qui essayons de mettre en place un programme. Et on est au service de la population pendant un certain temps. Et ce temps-là, il ne doit pas être compté. Enveloppe consacrée à la sécurité en 2024, 2,3 millions d'euros, soit près de 5% du budget total de la commune, un chiffre en hausse chaque année. On l'a compris, être maire est loin d'être une sinécure. Sur 35 000 maires élus en 2020, 2400 ont démissionné depuis. Mais qu'est-ce qui pousse ces élus à renoncer ? 3 infos pour comprendre, et signé Caroline Motte et Serhan Ganzer. En vue des municipales de 2026, 42% des maires se déclarent prêts à se représenter. Les autres sont partagés entre renoncement et indécision. Parmi les raisons de ce malaise, la surcharge de travail, l'agressivité ambiante et le montant de leurs indemnités. Voici 3 infos pour comprendre. Première info, le maire est sous pression. Il travaille 7 jours sur 7. Problème dans une école, rénovation d'une route, c'est lui qui gère tous les tracas de la vie quotidienne et c'est lui aussi qui fait face aux 400 000 normes administratives. Les élus disent crouler sous la paperasse, sans compter que 48% d'entre eux conservent une activité professionnelle à côté. Résultat, un maire sur 3 est au bord de l'épuisement. Deuxième info, les maires sont en première ligne face à l'agressivité ambiante. 69% d'entre eux déclarent avoir déjà été victimes d'incivilités, menaces, injures et parfois même violences physiques. Plus de 2500 faits d'atteinte aux élus ont été signalés l'année dernière. Alors pour mieux les protéger, une loi a été adoptée en 2024. Bref, beaucoup de travail et beaucoup de pression, mais souvent pour peu d'argent. C'est notre 3e info, l'indemnité des maires varie selon le nombre d'habitants de leur commune. 1 048 € bruts par mois dans les communes de moins de 500 habitants, 5 960 € dans celles de plus de 100 000 habitants. Et enfin, la plus forte indemnité, 7 912 € pour la maire de Paris, Anne Hidalgo. Sans surprise, plus la taille de la commune est petite, plus les maires sont tentés de raccrocher leur écharpe. Et nous accueillons celle qui était jusqu'au mois d'octobre la maire de Pibrac en Haute-Garonne. Bonsoir Camille Pouponneau. Bonsoir. Vous avez été élue en 2020 pour la première fois à 30 ans seulement. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de diriger cette ville ? Eh bien, je crois l'amour des gens, c'est un petit peu galvaudé, mais en même temps, voilà, j'avais vraiment envie de changer leur vie, d'améliorer le quotidien de ma commune et puis de participer à ce qu'ils se comprennent mieux, qu'ils vivent mieux ensemble, parce que c'est ça le rôle d'un maire. C'est une commune de 9000 habitants, et dont vous étiez originaire. Vous aviez envie de montrer, parce que vous étiez la première femme élue et jeune, que vous étiez capable de le faire ?
À vrai dire, je ne me suis même pas posé cette question. J'ai grandi dans une famille, je suis l'aînée de quatre filles. Il n'y avait rien qui nous était interdit. Et c'est plutôt en me lançant que j'ai compris que ça pouvait être une question, mon âge et mon genre. Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde en politique. Il faut des élus qui représentent beaucoup plus l'ensemble de la population. Alors très vite, vous avez été extrêmement sollicité, 7 jours sur 7, parfois la nuit même. Est-ce que vous pouvez nous raconter la journée type d'une maire d'une ville de 9000 habitants? Tout à fait. Alors je me levais vers 5h30 du matin. Je passais 2 heures à répondre aux 150 mails que je n'avais pas traités la veille. Ensuite, à partir de 8h, des réunions toute la journée. Je mangeais en 20 minutes. Et puis le soir, je ressortais pour rencontrer ma population, aller voir les associations, aller à des événements culturels. Et je rentrais chez moi à 22h et je faisais ça, je recommençais, et le week-end inclus. Et personne pour vous aider? Si, c'est une équipe, bien évidemment, et heureusement qu'ils sont là. Mais la difficulté, si vous voulez, c'est que le maire est le dernier rempart pour nos concitoyens. Il nous voit dans le supermarché, il nous voit dans la rue, et du coup, il nous sollicite pour beaucoup de choses qui ne sont pas forcément de notre compétence et pour lesquelles on a de moins en moins de pouvoir. Mais ça, c'est nouveau. Pourquoi vous dites que vous avez de moins en moins de pouvoir? Parce qu'aujourd'hui, on est asphyxié par beaucoup de normes qui sont coûteuses, qui sont complexes, qui sont contradictoires, et puis on a un État qui est de moins en moins présent sur les questions de sécurité. On l'a vu tout à l'heure sur les questions d'école, sur les questions de santé. Et donc, c'est vers leur maire que les habitants se tournent. Alors, quand on est élu sur un projet. Très vite, la priorité de la mairie, de votre budget, c'était la sécurité et la propreté. C'est un peu partout pareil? Oui, c'est à peu près ça. Sauf que quand on se lance dans cette aventure, on se lance avec un pacte moral qui est le projet politique. Et une récente étude a montré que l'excès de normes, c'est presque 120 milliards d'euros que ça coûte à nous tous. Et donc finalement, dans ce budget communal, à la fin, l'essentiel des euros sont consacrés à respecter des normes votées depuis Paris et plus à notre projet politique. Il y a des promesses que vous n'avez pas pu tenir. Exactement, il y a des promesses qu'on ne peut pas tenir. Vous avez fini sous antidépresseurs, au bord du burn-out. Votre corps a lâché et vous avez voulu vous arrêter avant. Oui, j'ai pas voulu qu'il lâche. J'en ai vu autour de moi. J'aime profondément la vie. Je perdais le sens dans tout ce que je faisais et j'ai pas eu envie d'en arriver là. Et j'ai eu envie que les Pibraquais puissent continuer à avoir une mère avec toutes ses capacités. Est-ce qu'ils ont compris cela, les habitants de Pibrac? Non, je pense que ça a été un petit peu un électrochoc et heureusement j'ai pu écrire les raisons de cette démission et je crois qu'aujourd'hui ils comprennent beaucoup mieux et surtout la lueur d'espoir c'est qu'ils m'ont dit que ça avait changé leur regard sur cette fonction et qu'ils évolueraient aussi dans leur pratique et dans leur rapport aux élus et c'était le but de rendre public cette démission, les raisons de cette démission pour un petit peu participer à la prise de conscience. Vous y retournerez un jour ou est-ce que c'est fini la politique ? Alors, je ne retournerai pas sur une fonction de maire. Par contre, si c'était à refaire, je le referai. Je ne suis absolument pas la même qu'il y a 5 ans et je préfère beaucoup celle que je suis aujourd'hui, qui est en pleine conscience sur les défis de notre société, sur comment fonctionne la politique, comment fonctionne derrière les rouages ce qu'on croit être simple. Et je me connais mieux moi-même aussi. Et donc, je pense que tout le monde devrait essayer de vivre une expérience d'un mandat local. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et je rappelle donc Mère, le grand gâchis, aux éditions Robert Laffont, où vous racontez cette expérience unique et difficile. Nous partons à présent au Royaume-Uni, à Birmingham, deuxième ville du pays, où les éboueurs sont en grève depuis 7 semaines. Un changement de statut pourrait leur faire perdre 9 500 € par an, selon les syndicats. La mairie a dû faire appel à l'armée. Il faut dire que la ville cumule les difficultés. Elle est aujourd'hui au bord de la faillite. Reportage de nos correspondants Ambroise Boulais et Léna Sour. Un centre-ville flamboyant, à l'architecture avant-gardiste. Birmingham, la deuxième ville du Royaume-Uni, incarnait jusqu'à présent le renouveau d'une cité industrielle. Mais depuis 1 an, les illusions s'écroulent. Birmingham est en faillite, incapable de payer ses factures. Voici ce qui arrive quand une cité d'1 million d'habitants dépose le bilan. Chaque jour depuis 43 ans, c'est le même rituel. Jean Cross attend devant chez elle le retour de son frère Robert. Allez Robert, on y va. Tétraplégique, il passe ses journées dans un centre d'accueil pour personnes handicapées. Mais ce centre, géré par la ville, va fermer définitivement. C'est une catastrophe pour tout le monde. Pour se rendre à l'alternative la plus proche, Robert devra passer 2 heures dans un bus. Il est épileptique, il ne peut pas faire ça. Cette fermeture a été imposée par la municipalité travailliste, car les caisses sont vides.
Je suis très en colère parce qu'on découvre aujourd'hui tout l'argent qu'ils ont jeté par les fenêtres. Ça me dégoûte. Tout ça aurait pu être évité. Car la ville a laissé ses dépenses déraper. Le conseil municipal de Birmingham se déclare en faillite. L'adoption ratée d'un logiciel de paye, 120 millions d'euros. Une compétition sportive internationale, 200 millions. Et pour des inégalités de salaire entre hommes et femmes, la ville a été condamnée à payer 1,3 milliard d'euros. Pendant ce temps, les dotations de l'État britannique ont fondu dans toutes les villes. Alors pour combler un déficit abyssal, Birmingham est au pain sec, forcé de brader ses immeubles tout neufs, vendus à perte. Des bibliothèques ferment, le théâtre, l'orchestre, le musée. 600 emplois municipaux sont menacés, comme les éboueurs, en grève depuis bientôt 2 mois. La ville a pris des allures de décharge, les rats prolifèrent, mais pas de quoi faire plier le conseil municipal. Moins de services publics et des impôts qui augmentent, les habitants sont écœurés. Mes impôts locaux ont augmenté de plus de 20% en 2 ans. C'est à nous de payer la note pour l'incompétence de notre conseil municipal. Évidemment que ça ne me plaît pas. Notre ville ne devrait pas être gouvernée par des gens qui n'ont pas été élus. Ce n'est pas démocratique. Car cette politique d'austérité, ils la doivent à un haut fonctionnaire imposé par l'État britannique pour redresser les comptes. Max Caller, surnommé Max la hache pour son aptitude à tailler dans le vif, n'a rien d'autre à offrir que du sang, des larmes et de la sueur. J'ai pas l'habitude d'être applaudi. Il dit compatir avec les habitants et critique les élus de gauche qui n'auraient jamais pris la dette au sérieux. N'importe qui aurait du mal à croire à quel point les élus ont laissé la situation dégénérer. Le conseil municipal ne respectait jamais son budget. Quand il y avait un problème, il le mettait sous le tapis en faisant comme si ça n'existait pas. Il pensait que le Père Noël finirait par apparaître avec une hotte remplie d'argent. Mais ça n'arrive jamais. Contacté, le conseil municipal de Birmingham n'a pas souhaité s'exprimer. Birmingham n'est peut-être qu'un aperçu de ce qui attend beaucoup de villes britanniques. En Angleterre, une collectivité sur 4 risque de se déclarer en faillite dans les 2 prochaines années.